Nous ne sommes pas nombreux pour le moment, mais on va commencer. Donc, on puisse également essayer de joindre l'expert du jour. En tout cas, soyez les bienvenus. Et on va vous laisser l'occasion de vous présenter. Hein. Docteur Zerbo, Monsieur Zerbo, qui est fréquent, qui est régulier à nos sessions. Bonjour à vous. Je sais que vous avez du beau monde avec vous. On va vous donner la parole pour vous présenter. Également, ceux qui sont avec Oh, vous, s'ils peuvent se présenter aussi. d'accord. Bonjour, professeur. Bonjour, vraiment. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Ahmed Wentouni Zerbo, biologiste au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, ambassadeur One Health également. C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Actuellement, je suis, avec votre permission, on va partager la session avec mes stagiaires du labo. Voilà, avec votre permission. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, sans problème. Et on est là pour apprendre, hein. Voilà, donc vous pouvez partager autant que possible à tous ceux que vous vouliez qui puissent prendre part, puissent rejoindre la communauté. Voilà, on a besoin que la communauté puisse continuer de s'agrandir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et on envoie nos salutations aux étudiants, hein, qui sont présents avec vous. Golbert Jeune. Golbert Jeune. James Golbert Jeune. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous Je allez? suis James Bonjour. Colbert-Jeune, biologiste fiscal. Très bien avec vous, sir. Allô? On vous entend pas bien? On ne vous a pas bien entendu, hein? Bon, d'accord. Bonjour, Bonjour. je suis jeune James Colbert, biologiste médical. Je suis De content quel- d'être avec vous ce matin. Oui, nous aussi, nous sommes contents d'être avec vous, de vous avoir avec nous. C'est quel pays? Haïti. Waouh, d'accord. Il doit faire très tôt là-bas, hein? Mais malgré ça, Ah vous êtes oui, connectés. En tout cas, merci beaucoup. merci Merci. aussi. D'accord. Fadil Gafou. Fadil Gafou. Bonjour. Fadil Gafou, bonjour. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro, Fadil. D'accord. Mahamat Moutar. J'espère que j'ai bien prononcé, hein. Bonjour, oui, effectivement, Mahamat. c'est Mohamed. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Salut à toute l'équipe. Mhm. Mohamed Mokhtar depuis N'Djamena, le Tchad. Wow. Merci beaucoup. On envoie des signaux pour nos amis du Tchad. Merci de partager le lien avec les autres, hein, pour qu'on soit nombreux Oui, au oui, cours de j'ai cette déjà partagé. séance. Oui, oui, j'ai déjà partagé. Aujourd'hui, je pense que c'est une session pratique, hein, Ah, pour c'est très les intéressant. professionnels de santé que nous sommes. Voilà, c'est vrai, on prend soin des autres et nous-mêmes. Et il faudra que nous en parlions aujourd'hui. OK. Euh, Toilette, toilette Amam, Aman, toilette Aman. D'accord. Bonjour, Madame Kabla, Marie, épouse Dago. Elle est là depuis le début. Madame Kabla, bonjour à vous. Si vous pouvez ouvrir votre micro pour vous présenter. Ouvrez votre micro ou votre caméra. Pour le moment, nous sommes à la partie des présentations. Donc, on peut ouvrir les caméras, on peut ouvrir, voilà, pour qu'on puisse se voir. Et puis après, quand la séance va commencer, on va fermer pour des soucis de connexion. On peut fermer les caméras, hein. Mais c'est plus convivial de se voir, de voir le visage, vos beaux visages.
de tous ceux qui sont connectés. Voici le président du comité scientifique. Bonjour, professeur Kra. Bonjour, docteur Dossi. Encore Toujours une en fois, mes voyage. félicitations pour cette session. Oui, D'accord. on va laisser la Revenez-nous vite, parole à hein? l'autre. Euh, d'accord, D'accord. je suis en train de venir. OK. Allez, D'accord. Bon retour à euh, vous, professeur. Merci également ok, d'être avec nous. merci, merci. Issa Afo. Issa Afo, bonjour. Issa Afo, ouvrez votre micro. Chers participants, ouvrons nos caméras. On est à la partie de présentation, des salutations, donc c'est plus convivial hein, de nous présenter, qu'on puisse voir le visage de celui qui parle. Oui, Issa Afo, bonjour. Bonjour, madame. Je suis à Foïssa, je suis docteur en psychologie au Togo. Mhm. Réel plaisir de participer à cette séance. J'envoie un D'accord. coucou à tous les collaborateurs. Plaisir partagé. Merci d'être avec nous. Merci. Luzuna, Luzuna Rita Joe. Bonjour. Luzuna, ouvrez votre micro pour vous présenter. Emmanuel Kwasi, bonjour. On prend un peu de temps pour permettre aux uns et aux autres de nous rejoindre. Ils ne sont pas trop nombreux aujourd'hui. Vu l'importance de ce thème, on aurait souhaité qu'il y ait assez de participants pour échanger, pour partager vos expériences en tant que praticien, hein, qui vivez souvent des situations difficiles. On prend soin des autres et nous-mêmes, voilà, de temps en temps. Donc aujourd'hui, nous avons invité une experte qui va vous écouter, échanger avec vous, vous rassurer, hein, vous encourager dans ce que vous faites. C'est important. Mbale Kulumba, Mbale Kulumba, Mbale Kulumba, bonjour. Bonjour, Malekilumba. Voilà. Malekilumba. Kilumba, Mbale Oui, oui, Kilumba. Kilumba. Oui, oui. Merci beaucoup, docteur. Moi, je suis de la RDC, donc docteur junior chargé de planification, suivi et évaluation au Programme national de la santé au travail. C'est là que je œuvre en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Merci beaucoup. J'ai également un master en santé publique OK. et c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, félicitations pour tous ces diplômes. Merci, Merci. hein, d'être avec nous et on va apprendre de vous, hein, au vu Merci. de vos expériences. Merci. Mhm. Merci, Emmanuel maman. Kwasi, Emmanuel Kwasi, bonjour. Emmanuel Kwasi, bonjour. Emmanuel Kwasi, bonjour à vous. D'accord. Viviane Kwame, bonjour. Ouvrez votre micro. Viviane Kwame. Bonjour, bonjour. Ouvrez le micro pour vous présenter à la communauté. C'est pas évident, hein, lorsqu'on est sur le portable, de trouver la touche et de l'activer. Bon. Donc, on salue Viviane Kwame qui a du mal à trouver son micro. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Docteur Nekou ici. Bonjour. Merci d'être connecté depuis le début de cette séance. Ça fait plus de 20 minutes que vous êtes là.
Et vu qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont un peu en retard, donc merci de votre patience. Donc, moi, c'est Dr. Kwasi Emilienne. Je suis chargée de modérer cette séance. J'ai quelques membres avec nous. Après, si Madame Kwame Viviane réussit à ouvrir son micro, on va lui donner la parole de se présenter parce que on voit tout l'effort qu'elle fait, voilà, pour essayer d'ouvrir le micro. Ok, Dr. V, bonjour, qui est membre de l'équipe, qui va se présenter également, qui a animé la session paludisme hier. Ton micro est fermé, Dr. V. Bonjour à toute l'équipe ECO COVID Long. Bonjour à Dr. Kwasi. Je suis Dr. Vetano Annick et contente de participer à cette session. Je suis membre du Super Hub. Merci à vous et bonne session. Merci, Dr. V. Monsieur Ulrich, bonjour. Présentez-vous. Bonjour docteur, bonjour à tous. Je suis Ulrich Koulibaly, chargé de projet du Super Hub et IT en second. Et bonne session à tous. Merci beaucoup. Monsieur Konaté. Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Konaté, je suis IT du Super Hub ECO et de l'NSP. Bonne session à tous. D'accord, merci. Bonjour à Monsieur Robert Nkane. Voilà, depuis le Togo qui a écrit dans le chat. On va présenter notre experte du jour, Dr. Anoumata-Taki. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Bonjour, bonjour à tous, bonjour docteur, comment vas-tu? Ça va. Alors, je suis Madjara Anoumata-Taki, je suis psychiatre. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Je suis aussi psychothérapeute. J'ai été chargée d'études pendant une quinzaine d'années au programme national de santé mentale. Et puis, j'ai voulu donc expérimenter autre chose. Et actuellement, je suis attachée de recherche au sein de l'UFR de biosciences à l'Université Félix Houphouët-Boigny et plus précisément en neurosciences, où je suis donc à la fois enseignante, mais aussi étudiante. Ce qui explique pourquoi tu me pistais. Voilà. Merci beaucoup à notre experte. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux pour elle? Voilà. Avec toutes ces expériences-là, on va échanger avec elle, partager aussi nos vécus avec elle. C'est pour cela qu'elle nous a donné rendez-vous parce que elle en sait beaucoup, beaucoup impliquée aussi lorsqu'il y a les épidémies dans la prise en charge, le volet soutien psychosocial. Elle est beaucoup aussi intégrée dans cette gestion-là. Donc, c'est vraiment quelqu'un indiqué et avéré dans cette thématique-là qui a été conviée aujourd'hui pour échanger avec nous. Et donc, on va présenter rapidement l'agenda. Je rappelle que nous sommes à notre programme de formation Éco-Covid long. Nous sommes à notre 9e session. Voilà, nos sessions se tiennent tous les 3 semaines. Voilà, les jeudis, une session d'1 heure de temps. Et ce sont des sessions avec des cas pratiques, des études de cas, suivies de présentations didactiques. Donc, aujourd'hui, selon notre agenda, on va interagir, permettre à l'expert d'interagir avec nos participants. Aujourd'hui, vous, les participants, vous devenez des patients, voilà. Et puis après, elle va nous entretenir autour de sa présentation didactique pour nous aider à pouvoir faire face à cette thématique-là, comment prendre en charge le patient et puis se prendre en charge également parce que c'est important. Et nous allons terminer aux environs de 14h15 par la clôture avec votre participation au sondage. Toujours rappelons les consignes, fermez le micro lorsqu'on ne parle pas, vous êtes habitués. On peut allumer les caméras, c'est plus convivial de se voir, mais si vous avez des soucis de connexion, bon, vous pouvez fermer votre caméra pendant la séance.
Lorsque on vous demande de vous présenter, vous activez votre micro, vous donnez vos noms. Donc, présentement, pour ceux qui nous ont rejoints, veuillez écrire dans le chat vos coordonnées. Voilà. Essayez de trouver un endroit où vous avez la connexion qui est bonne. Voilà, pour pouvoir nous suivre jusqu'à la fin de cette séance. Et nous sommes à une session où la confidentialité est de mise. Voilà. Parce que souvent, nous présentons des cas réels. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de données personnelles de santé qui sont présentées au cours de notre séance. D'accord? Donc, si vous avez des soucis, si vous ne vous entendez pas, vous pouvez écrire dans le chat. Les IT se feront fort de vous aider par rapport aux problèmes rencontrés. On va vous assurer que nous mettons toujours en ligne les présentations. Et en plus de cela, on vous les envoie par mail. Donc, vous avez toute l'occasion de pouvoir prendre encore connaissance de la présentation didactique après cette séance. Donc, cette session, elle est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Bien. Donc, nous sommes à un programme de formation. Voilà. Donc, il y a des attestations de participation et il y a des certificats de participation. Donc, nous donnons les attestations de participation après le sondage pour vraiment vous encourager à participer à cette évaluation qui est importante pour la mise en œuvre, même pour la pérennisation même de ce programme. Donc, il est important qu'on puisse avoir vos feedbacks. On vous encourage vraiment à participer. Présentement, le taux de participation est très faible au sondage. On tourne autour de 10%. C'est pas bon pour un programme. On a vraiment besoin de votre participation à la fin de chaque session, de participer au sondage pour qu'on puisse recueillir vos retours, les thèmes que vous souhaiterez qu'on puisse aborder. C'est vraiment l'occasion, en participant au sondage, de pouvoir donner toutes ces thématiques-là. Ensuite, comme nous sommes dans un programme, voilà, nous utilisons les données. Vos données personnelles restent confidentielles, mais juste les données de rapport, de participation, de présence et les évaluations, le retour de l'évaluation que nous utilisons pour faire la recherche, pour également informer l'opinion internationale et occasionner de nouvelles initiatives. Donc, grâce à ce programme, cette année, nous allons organiser une journée scientifique sur le long COVID qui sera vraiment ouvert à tout le monde pour permettre aux professionnels de santé de venir apprendre davantage sur le long COVID. Donc, voici rappeler quelques consignes. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, il n'y a pas de présentation de cas, mais il y aura des échanges avec vous. Puisque aujourd'hui, là, c'est vous-même qui êtes les cas. Donc, je vais laisser toute la place à notre experte, voilà, qui va interagir avec vous. Je te donne une patiente, Emilienne Mbouchak. Voilà, mon homo. Faut commencer par elle. Elle aura beaucoup de choses à te dire. D'accord. Ok, c'est parti. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci bien. Bonjour à tous, à nouveau. Alors, il s'agit aujourd'hui de parler de l'accompagnement du patient et du vécu du soignant dans le cadre de l'environnement post-Covid. Avant de commencer, donc, je voudrais déjà vous demander comment vous vous sentez vous-même dans cet environnement-là. Est-ce que depuis le début de la pandémie, vous avez eu, enfin non, depuis la fin de la pandémie, vous avez eu des difficultés avec les patients qui présentaient un COVID long? Quel a été votre ressenti? Alors, on m'a dit de commencer par Emilienne. Oui, je suis là.
Wow. Ok. Vu que ça commence par moi, Mhm, j'ai très envie de vous faire part de mon ressenti parce que pendant la période Covid, mhm. vu le taux de létalité, des décès qu'il y avait autour, Oui. je puis vous avouer que c'était pas du tout évident de rester dans la confidence de ne pas y passer soi aussi, parce que on se Mhm, disait personne n'est épargné. Et au dépit de tout ça, il fallait s'armer de courage, sachant que c'est à nous que revient la responsabilité de prendre le devant et de sauver des vies comme on s'est promis de le faire. mhm, Et j'ai bien évidemment été en contact avec un patient qui a, là c'était au camp de la MINUSMA au Mali, à Gao au Mali. mhm, Je pense qu'il avait été victime d'un Covid long parce que la pathologie était presque terminée. On avait mhm, presque plus de cas, mhm, mais lui, à son niveau, il a développé encore tous les symptômes et quand on a refait le test, il était positif. mhm, Et ce patient était devenu très irritable, avait totalement refusé de venir dans notre petite zone de quarantaine. Il voulait pas sortir de mhm, chez lui. Et tout remontait au fait qu'il a perdu beaucoup de personnes. Et depuis la COVID aussi, il ne pouvait pas aller à Arena, comme on dit, parce que les vols étaient un peu suspendus. Il y avait pas mal d'activités qui avaient été mises en place pour que les personnes restent à l'intérieur du camp malgré avec la situation sanitaire qui était à l'extérieur. Et moi aussi, j'ai contacté la COVID, mais j'ai vite fait de me mettre sous traitement et de respecter toutes les mesures, toutes les consignes qui étaient données, d'éviter aussi d'être en contact avec les miens. Les miens là-bas, c'est les collègues parce que j'étais très loin de la famille. Et aussi, je n'ai pas annoncé à ma famille parce que pour la famille, leur dire que j'avais contacté la COVID, ça devait être très compliqué. Mais j'ai D'accord. encouragé pas mal de personnes autour de moi à se faire vacciner parce que ça, c'était aussi un combat, vu qu'il y avait trop de préjugés autour de la vaccination COVID. On disait que c'était la stérilité, c'était des puces, il y avait trop de choses qui se disaient. Donc, en prenant les vaccins, en allant me faire vacciner avec une vidéo à l'appui que j'ai partagée à certains membres, ça les a un peu boostés parce qu'ils ont compris que avec le vaccin, on fait moins la maladie par rapport à celui qui n'a pas été vacciné. Donc, la période Covid, ça reste une période avec laquelle on ne peut pas badiner. C'était vraiment, comme on dit dans les films, c'était du Fast and Furious. Ça allait très, très vite. D'accord. Merci beaucoup. Mais là, OK. nous sommes donc 5 ans à peu près après la grande crise. Et comment Mm. vous vous sentez? Et est-ce que vous avez eu des patients qui aujourd'hui font un Covid long? Et comment vous vous sentez face à ces patients? Vu que non, à mon niveau ici à Douala, parce que j'ai, en dehors de ce dernier patient qu'on avait eu là-bas, je n'ai Mhm. plus revu de patients ayant fait la COVID long. Donc, D'accord. ici dans cette zone, il n'y en a pas, mais la sensibilisation persiste, surtout le Mhm. lavage des mains, certaines mesures barrières avec toutes les pathologies Mhm. qui sont là, la dengue et autres, le choléra Mhm. ici à l'extrême nord. Donc, il y a des pathologies qui nous font peur et on, on, je me mobilise, je m'active à Mhm. toujours faire du counseling autour de moi et d'éviter que les gens ne créent un climat de stupeur dans leur tête, qui comprennent que c'est des choses qui arrivent peut-être par notre propre négligence, parce que savoir que quelqu'un a peut-être les symptômes de la dengue et se dit non, on a seulement lancé, non, c'est peut-être la varicelle. Donc, il faut que les gens comprennent que les pathologies existent et si on nous dit de faire quoi que ce soit pour pouvoir l'éviter, on doit le faire.
parce que c'est nous qui nous entêtons. Peut-être quelqu'un est décédé, on veut le toucher. Il y a tellement de choses que nous-mêmes nous faisons pour nous exposer à tout ce qui se présente à nous. Donc, à mon niveau, je n'ai plus de patients post-Covid, Covid long, non, je n'en ai plus, mais j'ai, comment dire, je sais que ça peut exister, je sais qu'ils sont là ailleurs, mais autour de moi, là, non, il n'y en a plus. Donc, si je résume, hein, en gros, ce que vous avez dit, ça a été une Mm. grosse frayeur qui, aujourd'hui, a quand même modifié un peu votre pratique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je Merci, vous en donc, prie. merci surtout pour votre témoignage. Donc, on va commencer la présentation. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Sinon, on va commencer la présentation. Les Haïti, vous pouvez envoyer, s'il vous plaît. Donc, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de parler de l'accompagnement du patient et du vécu du professionnel de santé dans cet environnement post-Covid. Diapo, de nouveau. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est de comprendre les conséquences psychosociales durables de la pandémie, d'adapter l'accompagnement des patients dans l'environnement post-Covid, d'identifier les facteurs de vulnérabilité et de protection des soignants et de mettre en œuvre des outils concrets de communication et d'autoprotection. Diapo, s'il vous plaît. Comme on vient de le partager avec Émilienne, le Covid long, c'est une réalité clinique complexe avec des symptômes souvent invisibles, mais invalidants. La conséquence, c'est une errance diagnostique pour les patients, avec de multiples consultations, des discours contradictoires, un manque de protocole clair. Et tout ça va se compliquer par une perte identitaire et sociale, parce que le patient perd ses capacités, il a peur de la chronicité, mais surtout, il y a une incompréhension sociale de ce patient qui ne présente pas des signes clairs, mais qui ne se sent pas bien. Les patients vont dire, je ne me sens plus la personne d'avant parce que le sentiment d'invalidation de son état est très important. Et aussi, la COVID long, c'est une diapo, c'est une usure relationnelle entre le soignant et le soigné, parce que le patient, lui, est à la recherche de validation de signes qu'il ne comprend pas. Il est à la recherche d'une explication claire et il attend des solutions rapides. Et il devient sensible aux propos minimisants du genre oui, tu n'as rien, fais un effort, mais on fait les examens, on ne trouve rien. Et du côté du soignant, le Covid et puis le Covid long génèrent un sentiment d'impuissance avec une grosse frustration parce que le soignant, il a pour mission de soigner, mais surtout de guérir. Et avec le Covid long, le Covid et le Covid long, c'est un véritable challenge. Des doutes diagnostiques parce qu'on a des tableaux un peu bâtards, on ne sait pas toujours de quoi il s'agit, mais surtout le grand risque, c'est la banalisation de l'état du patient. Et donc, on va aborder le premier élément, c'est de définir ce qu'on appelle l'environnement post-Covid. Diapo. L'environnement post-Covid, c'est un environnement qui est marqué par des conséquences sanitaires, psychologiques, sociales et organisationnelles persistantes après la phase aiguë de la pandémie. Et ça se caractérise par des nouvelles représentations du risque. Ça existe, ça n'existe pas, avec la vaccination et tout le discours qu'il y a eu autour de la COVID pendant la période aiguë et le discours qui persiste après.
De nouvelles représentations de la maladie, on a passé par différentes, comment on dit ça déjà? Différents types, différents variants de la maladie, de la contagion et de la vulnérabilité qui atteint tant les patients, les familles que les équipes de soins. Et ce n'est pas parce qu'on n'est plus en phase aiguë qu'on est retourné à la situation antérieure. Covid est toujours là. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi, diapo s'il vous plaît, cet environnement va agir donc sur les patients. Je l'ai déjà dit, avec les symptômes prolongés après une infection et les tableaux polymorphes fluctuants qui touchent plusieurs organes, mais surtout marqués au niveau des patients par le sentiment d'être incompris, avec ces examens normaux alors qu'ils ne se sentent pas bien et cette errance diagnostique et errance thérapeutique. Et pour les soignants, l'enjeu, c'est de comprendre que le symptôme qui persiste n'est pas seulement une donnée clinique, c'est un élément important qui menace l'identité sociale, le rôle familial et la capacité de travail et l'estime de soi du patient. Et donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Dans ce challenge-là, donc, je dirais, comment accompagner le patient? Et avant de poursuivre, je vais partager avec vous, diapo s'il vous plaît, un petit cas clinique. Et donc, Monsieur D, 55 ans, consulte pour la 5e fois. Tous les examens sont rassurants. On ne trouve rien de clair, mais lui affirme, je ne suis pas capable de vivre comme avant. En tant que soignant, quelle serait votre première réponse? A, tous les examens sont normaux, donc il n'y a rien. B, vous devriez reprendre progressivement vos activités. C, je vois que cette situation est difficile pour vous. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous gêne le plus aujourd'hui? Et D, je ne peux plus rien faire de plus. Qui se lance? D'accord, Emilienne écrit C, Issa écrit C. Les participants vous Ahmed a attendent. écrit C aussi. Choisissez la réponse. D'accord. Je vois Je vais qu'il n'y a donc que des C. demander à Robert pourquoi il choisit C. Robert Tchané. Pourquoi vous choisissez la réponse C? Robert n'est plus là. Donc, Issa Afo, pourquoi vous avez choisi C? Oui, merci, madame. J'ai choisi la réponse C justement parce que il faut avoir donc cette posture de comprendre, monsieur D, parce que nous avions dit ils ont ce sentiment d'être incompris. Donc, à mon niveau, D correspondrait vraiment à cette posture-là de vraiment comprendre sa sollicitation en consultant 5 fois. Merci, madame. Merci à vous. Est-ce qu'on peut lui envoyer des encouragements parce que c'est absolument ça? Parce que accompagner un patient, diapo suivante s'il vous plaît. Accompagner un patient, c'est se mettre en relation. Diapo suivante s'il vous plaît. Se mettre dans une relation dynamique et personnalisée
qui va placer le patient au centre du dispositif tout en respectant son autonomie et ses choix. Et accompagner un patient, c'est dépasser la simple prise en charge médicale pour être justement à l'écoute de cette personne-là. Et un patient post-Covid, à côté de la demande médicale, il a une demande de reconnaissance. À côté du traitement que vous allez lui donner, il a besoin de comprendre ce qui arrive. Il a besoin d'être cru et rassuré sans être infantilisé. Et il a surtout besoin de participer aux décisions qui les concernent. Je vous rappelle qu'actuellement, tous les débats qui se font dans le domaine médical sont des débats qui sont publics avec les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, les patients entendent tout ce qui se dit. Ils ont accès à une information médicale, mais souvent, ils n'ont pas le background qui leur permet de comprendre la totalité du discours. Et donc, ça oblige, lorsqu'on est en soins, surtout dans le domaine de Covid qui a suscité des débats passionnés, ça oblige à vraiment communiquer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, on parle de prise en charge non plus biomédicale, mais biopsychosociale. Le biologique, lui, va interroger la fatigue, la douleur, la dyspnée, les troubles cognitifs dont on a parlé et reparlé sur cette plateforme à plusieurs reprises, avec les bilans qui, souvent, ne sont pas très parlants. Il y a l'aspect psychologique avec les complications psychologiques, l'anxiété, la peur, l'incertitude qui sont toujours là. Et parfois, le fait de traîner cet état-là va conduire la personne vers une dépression. Et puis ensuite, la prise en charge sociale qui inclut la gestion de l'isolement, l'accès aux soins, mais qui va inclure aussi l'implication de la famille ou parfois la prise en charge de la famille qui est du patient et surtout aussi s'intéresser à son travail parce que surtout le post-Covid, donc la période post-aiguë avec ses complications sur la baisse d'énergie et parfois ses complications cognitives vont influencer donc les résultats professionnels et il faut absolument s'y intéresser. Donc, approche biopsychosociale et non seulement biomédicale. Diapo suivante. Alors, quels sont les besoins du patient? Le patient a besoin de sécurité. Il ne s'agit pas seulement de la sécurité infectieuse dans le sens de il faut gérer l'infection, mais surtout le patient post-Covid a besoin d'une sécurité relationnelle, dans le sens d'avoir quelqu'un sur qui il peut s'appuyer, quelqu'un qui peut interroger et être sûr d'être entendu, d'être compris. Il a aussi besoin d'une information claire. Donc, il faut expliquer, il faut répondre à ses interrogations, il faut partager avec lui. Il a besoin d'une continuité de soins, les symptômes post-Covid étant multiformes. Les patients ont tendance à passer de spécialiste en spécialiste. Ils vont voir le pneumologue, ils vont voir le cardiologue, ils vont voir le rhumatologue, ils vont voir le kiné. Mais personne, c'est comme si le patient est divisé en 10, chacun s'occupant de sa spécialité. Il a besoin d'avoir un référent qui va coordonner les avis, fixer les objectifs et collaborer avec le patient pour répondre maintenant à son dernier objectif, qui est la restauration de son pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment, malgré toutes ces difficultés qu'il traverse, il peut mobiliser ses ressources pour pouvoir se projeter en avant. Ça, ce sont donc les besoins. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Donc, quelles sont les attitudes utiles à avoir? C'est d'écouter, donc laisser un espace au patient pour raconter son vécu, pour raconter ses difficultés, pour raconter son errance thérapeutique.
c'est de reconnaître sa souffrance sans... Alors, la validation émotionnelle, elle ne veut pas dire que on valide toutes les interprétations qu'il peut avoir. On ne les annule pas violemment non plus en lui démontrant son manque de culture médicale. Mais on va reformuler, on va expliquer de sorte que les informations médicales qu'il a reçues soient des informations qu'il comprend et qu'il peut s'approprier. Et une fois qu'on a fait ça, on va construire avec le patient quelles sont les priorités réalistes. Par exemple, on ne va pas dire au patient, écoutez, malgré le fait que vous soyez dyspnéique, il serait bien que vous repreniez une activité physique. Mais de quelle activité physique il s'agit? À quel rythme? Pour que les choses soient claires dans son esprit, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire pour ne pas se mettre en danger. Et à partir de ce moment-là, il peut devenir donc acteur. On met en place un plan d'action dans lequel on l'accompagne et il peut devenir donc acteur de son amélioration. Alors, toujours les attitudes utiles, donc on doit privilégier les expressions, donc comme je vous crois, je vous comprends, si j'ai bien compris ce que vous dites, on résume, tout, on fait sortir les points saillants, ça fait 5, donc je prends le cas de M. D, ça fait 6 mois que vous ne vous sentez pas bien, vous avez du mal à dormir, vous avez des douleurs, vous avez du mal à respirer, etc. Et bon, donc aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez changé et que vous ne maîtrisez plus votre vie. Oui, docteur, c'est exactement ça. À ce moment-là, le patient devient encore plus réceptif à ce que vous allez dire parce que vous lui avez démontré que vous avez compris sa difficulté. Donc, on va... Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va expliquer et puis on va demander, justement, dans le cadre de la co-construction, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir refaire la semaine prochaine? Ah, docteur, ça fait donc 3 mois que je ne vais pas au travail. Vraiment, j'ai peur de perdre mon travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, on va réfléchir ensemble. Mais il faut éviter de lui dire, ah, vraiment, tout le bilan est normal. Et moi, je ne sais pas, le bilan est normal, donc vous n'avez rien. C'est dans votre tête. Reposez-vous, vous allez voir, ça va aller, positiver. Donc, ça, vraiment, il faut éviter de dire des choses comme ça parce que là, ça déstabilise totalement. Diapo, s'il vous plaît. Donc, je me répète encore, éviter de réduire le diagnostic aux symptômes, mais surtout, diapo, s'il vous plaît. Surtout, ne pas surmédicaliser, ne pas banaliser la fatigue, mais ne pas psychologiser. Parce que quand on dit, ah, mais c'est dans ta tête, il faut aller voir le psychologue. Moi, je suis psychiatre, mais c'est injure. C'est une injure. Mais moi, j'ai quoi? On me le dit souvent, je ne comprends pas pourquoi le docteur dit de venir vous voir, docteur. Donc, évitez de psychologiser trop vite. Ne pas opposer empathie et exigence clinique. N'oubliez jamais, je répète, le fait d'écouter, ça n'empêche pas d'évaluer valablement la personne. Et aussi, surtout, repérer les signes d'alerte comme les signes suicidaires. L'anxiété, c'est quelque chose c'est très, très important. La détresse majeure, l'aggravation respiratoire, les douleurs thoraciques. Je dis souvent, nous en psychiatrie, là, il n'y a pas beaucoup de choses qui tuent. C'est le suicide qui est notre grosse complication. Mais lorsqu'il y a quelque chose de physiologique, on parle de prise en charge biopsychosociale, il faut toujours s'attarder Oui, sur le c'est-à-dire avant ça, hein, tu es allé un peu trop vite. Merci. Voilà, c'est ça qu'elle entend Mais d'expliquer. ce n'est pas grave. C'était la diapo avant, comme ils auront, pour pouvoir avancer à cause de... Voilà. Alors, ça, je m'adresse encore à vous. Ulrich, vous pouvez venir à la diapo suivante, merci. Donc,
Parmi ces 4 comportements, lequel, à votre avis, peut altérer la relation? Reformuler, reconnaître l'incertitude, minimiser les symptômes ou clarifier les objectifs? D'accord, c'est Minimiser les symptômes. C'est ça, minimiser les symptômes. Il faut vraiment éviter ça. Maintenant, donc, on va aborder le chapitre qui concerne le professionnel de la santé. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme je disais tout à l'heure, le COVID long peut générer une usure particulière pour le soignant parce que c'est une relation chronique. Je me moque souvent des médecins. Tu arrives lundi matin, toujours c'est le même malade là qui est assis. Quand tu le repères de loin, tu n'as même plus envie d'avancer parce qu'il y a peu d'amélioration, mais surtout la demande émotionnelle du patient est élevée et la charge émotionnelle pour le soignant s'élève de plus en plus parce qu'ils ont un sentiment d'impuissance chronique qui impose la nécessité de reconnaître ses propres limites. J'attire votre attention sur le fait que se sentir impuissant ne veut pas dire être incompétent. Diapo. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes formés à trouver la cause du malaise du patient et là, nous devons le guérir. Le COVID long oblige à redéfinir le rôle du soignant, à nous redéfinir. Parce que dans le COVID long, nous devons contenir la souffrance du patient, nous devons le soutenir et nous devons l'aider à retrouver une autonomie le plus rapidement possible. Ce qui fait que tout ce que je viens de dire va entraîner chez le patient une charge émotionnelle cumulative, un sentiment d'impuissance. On peut aboutir à ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle, c'est-à-dire ce sentiment d'usure que le soignant peut ressentir parce qu'il est obligé, face à la souffrance permanente du patient, la fatigue compassionnelle, c'est la fatigue qu'on a parce qu'on est, comment je vais dire ça simplement? On nous demande, on parle souvent d'empathie, mais l'empathie souvent, elle n'est pas bien perçue. Donc elle souvent va vers la compassion, ce sentiment où on se met un peu à la place de l'autre pour pouvoir percevoir ce qu'il ressent. Mais dans le COVID, et Eliane l'a bien dit tout à l'heure, en tant que soignants, nous-mêmes, on était perturbés. Et on est toujours perturbés par cette affection. Et donc, on est fatigué de devoir porter des personnes qui, elles, sont fatiguées d'être malades et donc elles deviennent beaucoup plus lourdes. Et ça peut conduire un soignant à un burn-out, ce sentiment de désinvestissement du travail qui fait que le fait d'aller au travail devient de plus en plus difficile. D'où l'importance de prévenir. Diapo. Donc, au niveau individuel, le soignant doit être attentif aux signaux d'alerte, comme une fatigue persistante malgré le repos, une irritabilité inhabituelle ou un retrait relationnel, une perte d'empathie ou un cynisme défensif. Ce cynisme qui fait que justement,
tu ne peux plus être empathique face à tes patients et tu deviens même agressif. Des troubles du sommeil, des ruminations, une hypervigilance, une augmentation des erreurs, des troubles de la concentration. Et parfois, on va compenser avec une consommation accrue d'alcool, de médicaments ou d'autres substances. Et au maximum, le sentiment de ne plus pouvoir continuer, voire avoir des idées noires et puis des idées suicidaires parce que on a un sentiment d'échec qui est très élevé. Il est important de regarder ça à son propre niveau ou de le regarder aussi au niveau de ses collègues. Et donc, pour faire face à ça, il faut s'accorder des micro-pauses, prendre des petits temps de repos où on va respirer, où on va se concentrer sur soi, on va se détacher un peu de l'environnement dans lequel on est pour se reconcentrer, pour se refaire en fait. Et donc, il faut veiller à avoir une bonne régulation émotionnelle. Donc, on recommande d'avoir une vie au-delà de la vie professionnelle, de dormir suffisamment, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, de ne pas avoir peur d'aller vers quelqu'un pour parler, pour se vider, pour libérer la charge négative qu'on a à l'intérieur, mais surtout de clarifier ses limites et de pouvoir dire je ne peux pas le faire. C'est vrai que dans le milieu professionnel, ça peut être mal vu, mais parfois, il faut avoir la conscience de le dire pour ne pas commettre des erreurs plus graves. Au-delà du niveau individuel, au niveau collectif, au niveau, par exemple, du service, il faut qu'entre pairs, on puisse se soutenir. Il y a des supervisions pour pouvoir ajuster les pratiques et pouvoir aussi améliorer notre pratique face aux cas qu'on reçoit. Parfois, des briefings après chaque de la prise en charge qu'on fait. C'est-à-dire, des briefings, c'est de parler de ce qu'on fait et surtout de ce qu'on refait face à ce malade, face à ce patient. Et il faudrait que l'autorité aussi, la hiérarchie, veille à la répartition des tâches et aussi à la qualité de la communication entre les différents membres de l'équipe. Et enfin, au niveau organisationnel, il faut que l'administration soit capable de gérer les effectifs, de gérer la charge de travail. Et ce qui est important lorsqu'on travaille, c'est lorsqu'on a la reconnaissance. La reconnaissance, elle peut être financière, mais elle peut être, ça peut être des remises de prix, ça peut être des félicitations, ça peut être des avancements, ça peut être quelque chose qui montre qu'on a travaillé et que l'autorité apprécie notre travail. Et on doit veiller à la sécurité des professionnels qui travaillent. On doit avoir une culture juste, une culture qui reconnaît la valeur de chacun des membres qui travaillent. Et surtout, on doit faciliter l'accès à la formation pour les uns et les autres. Et j'ai mis la flèche qui va dans les deux sens pour dire que tous les niveaux de prévention sont importants. On ne peut pas dire seulement que l'individu, lui seul, doit tout faire pour aller bien. Si au niveau collectif, ça ne va pas, si au niveau organisationnel, ça ne va pas, l'individu va s'épuiser. Donc, il faut que tous les niveaux d'intervention qui accompagnent le professionnel soient vraiment opérationnels et effectifs. Diapo. Et donc ça, je vous donne ce petit truc qui fait en fait stop lui-même. Le premier, c'est stop, la pause de quelques minutes pour respirer. Ensuite, on respire, on s'observe, on observe son corps,
ces émotions, la situation, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens dans ça. OK, je respire et ensuite maintenant, je vais choisir la prochaine action que je vais faire qui va être une action utile plutôt que de passer à une réaction automatique. Donc, devant une situation qui est difficile, il faut prendre le temps de se poser, de se recentrer, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, de se recentrer, de sentir comment on est avant d'aller de l'avant. Diapo, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir? Que le Covid long est une réalité clinique. Et dans cette réalité, il faut écouter. Mais écouter ne signifie pas renoncer à garder son esprit critique. Ça veut simplement dire se rendre disponible pour recevoir la personne avec sa souffrance. Les incertitudes que cette personne ressent peuvent être expliquées. Et si en tant que professionnel, je me sens impuissant, ça ne veut pas dire que j'ai échoué, ça ne veut pas dire que je ne suis pas compétent. Ça veut juste dire que je suis face à une réalité qui me bouleverse, qui me perturbe tellement que j'ai du mal à me recentrer et à faire ressortir toutes mes compétences en tant que professionnel. Et enfin, lorsque je prends soin de moi, que je suis attentif à moi-même, je peux améliorer la qualité des soins que je dispense aux différents professionnels, aux différents patients qui s'adressent à moi. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fini. Voilà, parce que le Covid long met à l'épreuve la relation de soins. Et donc, une relation thérapeutique de qualité va favoriser la qualité des soins tout en protégeant les soignants que nous sommes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Envoyons des signaux pour cette thérapie d'enseignement, parce que là, on a été soignés nous-mêmes aujourd'hui. Merci beaucoup à notre experte. Nous sommes toujours heureux, contents de l'écouter. C'est vrai, on est actif, écoute. Cette écoute qui nous est demandée lorsque nous sommes également en face de nos patients. Merci à notre experte pour cette présentation. Donc, qui nous met en évidence deux tableaux, deux personnes avec une relation importante qu'il faut gérer. Donc, d'abord chez le patient post-Covid, où il faut une approche biopsychosociale, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un référent pour éviter de passer de service en service, parce qu'il ne se fait pas comprendre par les prestataires. Et donc, elle nous a dit, pour cela, on a besoin de redéfinir la fonction, le rôle du soignant. Donc, le soignant, c'est pas seulement biomédical. Voilà, c'est les triptyques biomédical et puis psychologique et également social. Et également, elle a parlé de nous, le personnel de santé, où de plus en plus, on observe le syndrome d'épuisement professionnel, notamment appelé le burn-out. On a fait un webinaire où le taux était vraiment élevé au niveau de la sous-région chez les professionnels de santé. Et pour cela, il y a des actions à prendre en termes au niveau individuel, nous-mêmes, pour savoir se connaître, reconnaître les signes, prendre action, faire des pauses, voilà. Aussi, il faut également au niveau collectif des actions, au niveau collectif, voilà, entre nous, professionnels de santé, pour s'entraider, pour s'écouter, pour écouter l'autre, et également aussi des interventions au niveau organisationnel, le milieu de travail dans lequel nous exerçons. Il est important que nos responsables de structure puissent créer un environnement convivial
également de reconnaître le travail que nous faisons. Voilà. Donc, voilà un peu une synthèse de ce qui a été fait dit, par notre expert. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? Professeur Senaboulo, qui nous a rejoint. Bonjour, professeur. Je vais tirer, peut-être que vous êtes venu vers la fin, mais je veux vous entendre. Professeur, bonjour. Bonjour, je me cachais là. Ah, vous pouvez pas vous cacher avec tout le travail formidable que vous En faites tout cas, au niveau du merci Sénégal. beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci à notre experte du jour. Alors, moi, j'ai pris le train en fait, j'ai pas suivi le début de la présentation, mais ce que j'ai retenu à la fin, c'est des mots-clés qui sont très intéressants, aussi bien pour le soignant, parce qu'il faut commencer par le soignant. D'abord, on souffre, hein, que pour le soigner. Il y a des choses, parfois il y a des jours, on reçoit des patients avec des symptômes. Nous-mêmes, on a du mal à décortiquer, à savoir, parce qu'en fait, en réalité, il se plaint, mais on ne sait pas de quoi il se plaint. Et donc, il faut vraiment prendre le soin de bien l'écouter. Et pour cela, il faut prendre soin de nous-mêmes. Hein? Il faut prendre soin de nous-mêmes si on n'est pas en bonne forme, si on n'a pas toutes les conditions, c'est difficile d'avoir une bonne écoute pour nos patients. Donc, prenons soin de nous-mêmes d'abord et prenons le temps d'écouter nos patients, d'écouter ce qu'ils ressentent pour pouvoir faire un très bon diagnostic. Ne serait-ce qu'une discussion, ça peut soulager un patient. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis ravie de suivre la session. Merci beaucoup, professeur, pour également ces informations, ce partage d'expérience que vous venez de faire, parce que vous avez raconté un peu votre vécu hein, sans le vouloir. Mais c'est ça aussi, nous sommes une communauté où on apprend hein, des uns des autres. Merci. Docteur Nekouressi, moi également, je prends cette semaine, j'étais vraiment fatiguée. J'ai commencé à sentir, il y avait des céphalées. Ben, j'ai dit, ben attends, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Donc aujourd'hui, là, c'est du télétravail. Donc c'est depuis la maison que je gère cette session-là. J'ai pris le temps de bien dormir parce que j'avais des céphalées. Voilà. Donc j'ai bien dormi hier, très Je tôt. pensais que tu Voilà. m'avais passé la parole. Hein? Oui, 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 oui. Donc, on partage les expériences. Allez-y, cher aîné. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter vraiment notre expert. Et ça me fait réfléchir à plus d'un titre parce que nous sommes tous dans les mêmes dispositions. Hier, j'étais à une consultation et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que le système fait pour le personnel de santé? Quelle est la part du personnel de santé dans le coût des actes de santé dans nos pays? Pourquoi ne pas mettre en place un circuit du patient quand il est personnel de santé? C'est pas du tout évident. Quand vous dites tout à l'heure, quand vous dites il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes, mais à partir du moment où le personnel de santé a une pathologie, elle devient plus personnel de santé, elle est malade. Donc, elle peut pas se prendre le personnel ne peut pas se prendre en charge lui-même. Il faut que le circuit du patient en tant que personnel de santé soit bien défini dans notre système pour qu'on se sente un peu à l'aise, pour qu'on se sente, je sais pas, revigoré et qu'on évite le burn-out. On a eu une présentation sur le burn-out, mais ça, on ne se rend pas compte, ça vient petit à petit. Donc, vraiment, cette présentation-là nous amène, c'est ce que je dis, Éco Santé qui est venu nous aider à mieux nous former. Il faut qu'on mette en place des directives et que Dr Kwasi Emilienne soit notre porte-parole pour la Côte d'Ivoire. Pour qu'au niveau du système de santé, on voit est-ce que l'agent de santé doit aller payer des frais pour être dans les rangs. On ne peut pas faire un circuit. Je disais, pour terminer, au cours de mes multiples consultations, si on fait ça au bois vert, que deviennent le bois sec, parce que ce n'est pas évident du tout de se retrouver dans la peau de patients et ne même pas s'en rendre compte. Vraiment, merci pour cette belle présentation, mais il faut qu'on soit peut-être
des conseillers pour nos systèmes, pour qu'on redéfinisse le circuit et du patient et du personnel de santé. On n'a pas dit peut-être de ne pas payer les soins, mais vraiment, quand je regarde dans d'autres systèmes, les gens qui font l'électricité, l'eau, ils ne payent pas l'eau, l'électricité dans leur maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher René. Je pense que c'est bien pris. Toutes ces suggestions qui sont énumérées tout au long de ce programme, nous allons le présenter au cours de cette journée scientifique que nous allons avoir cette année sur le long COVID. Donc, tout cela va apparaître. Nous comptons organiser cela en coprésidence avec l'Organisation mondiale de la santé. Parce que tout ce qui est changement de pratique, prise en compte de nos suggestions, ça passe par l'OMS, comme vous étiez là-bas. Et donc, au cours de cette journée scientifique, on va vraiment partager ces recommandations qui sont sorties de ce programme de santé. Donc, en tout cas, merci, on prend bonne note. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, oui, l'expert a quelque chose à dire. Quelque chose à ce qu'a dit Dr Nekorissi. Alors, le personnel de santé qui est malade, c'est un autre niveau même de problème parce que, tu sais, le diagnostic qui va être posé, tu connais. Donc, ça va entraîner une réaction psychologique telle que ça va influencer. Parce que tu sais, tu connais la maladie, tu connais les complications, tu connais les risques, et c'est toi qui as ça. Et souvent, on dit, on ne comprend pas, mais pourquoi il a, je ne sais pas moi, elle est gynéco et puis elle a un cancer des ovaires, et comment elle fait qu'elle ne sait pas? Elle ne peut pas savoir. Parce que c'est trop grave pour qu'elle sache. Alors, le personnel de santé qui est malade, qui doit faire le rang comme tout le monde, qui doit faire certaines choses comme tout le monde et qui n'a pas toujours les moyens de se soigner, c'est un gros problème. Et moi, mon cri de cœur, c'est chaque fois que j'ai affaire à des jeunes médecins, chaque fois que j'ai affaire à des collègues, je dis soignez le mieux que vous pouvez, en toute honnêteté, en âme et conscience, parce que finalement, nous, agents de santé, ne sommes pas au-dessus de la population. Et lorsque nous sommes malades, c'est vers nos propres services qu'on se tourne. Donc, si on fait n'importe quoi, quand tu seras malade, on va te faire n'importe quoi. Donc, moi, vraiment, ce que je voulais apporter comme complément à ce qu'a dit le docteur Nekorissi, c'est vraiment que le personnel de santé qui est malade doit être vraiment pris en charge à part parce que c'est quelqu'un qui connaît, en fait, qui connaît la maladie. Et lorsqu'on tombe malade, généralement, on ne sait plus rien même. On est pire même que la personne que l'individu lambda, parce que les mécanismes psychologiques qui se mettent en place viennent bloquer même des réactions ça va générer en fait des réactions qui ne sont pas toujours adaptées. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, merci beaucoup. Tellement vrai. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Nous tirons à la fin de notre séance. En tout cas, on envoie des signaux pour des échanges très enrichissants. Voilà. Merci également à notre experte. Merci à tous nos participants de la communauté. Nous sommes vraiment une famille où on apprend des uns des autres. Voilà. Et nous sommes à la fin de cette session. Nous avons mis le lien dans le chat. Donc, comme je le disais en début de cette séance, c'est important d'avoir vos feedbacks pour la pérennisation même de ce programme. Voilà. Pour recueillir vos thématiques, voilà, de renforcement des capacités sur lesquelles on doit intervenir. Nous sommes une communauté de pratique. Nous avons vraiment à cœur de pouvoir proposer des programmes pour renforcer nos capacités et améliorer la qualité des services et des soins que nous délivrons. Donc, merci de participer au sondage, de cliquer sur le lien qui est dans le chat et de participer à ce sondage. Donc, pour la suite de notre programme,
ce sera le 6 août, jeudi 6 août, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, on va vous entretenir un peu sur cette comorbidité tuberculose et Covid. Voilà, avec le professeur PPH de Cocody, professeur Awi Brou, qui va nous entretenir tout le long du mois d'août. Donc, il aura 2 séances. La première séance, ce sera le 6 août. Donc, on se donne rendez-vous le 6 août. Voilà, la même heure, 13h, pour apprendre encore davantage avec cette problématique long Covid et sur son impact au niveau du poumon. Donc, sur ce, au revoir. Voilà. Et bonne fin de semaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Et puis, rendez-vous est pris pour le 6 août. Merci à notre experte. Merci à chacun d'entre vous d'être resté jusqu'à 7 heures. Voilà, cela dénonce de l'intérêt de ce thème du jour. Voilà, prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Écoutons, voilà, écoutons notre corps, écoutons aussi le patient, mais prenons surtout soin de nous pour pouvoir prendre également soin du patient. Au revoir. Merci à ma partenaire, Dr. Anoumataki. Au revoir, docteur. Prends soin de toi. Merci. Omo, merci beaucoup Je pour vous ta en prie. participation au programme.